Le système électoral belge a connu toute une évolution au long du 19e, 20e, 21e siècle, qu'on avait déjà étudié en AGB, mais on va répéter. En 1831 plutôt, on avait en sens différentiel, et on l'a uniformisé en 1846, quand les libéraux sont venus au pouvoir. C'est 48 plutôt. Et ils l'ont aussi réduit à son minimum constitutionnel. De même, ils ont réintroduit le vote capacitaire. La prochaine grande réforme, c'est 1893, avec le vote universel, mais tempéré par le vote plural. Puis en 1919, où là on a le vote au suffrage universel tout court, mais toujours réservé aux hommes, et il fallait avoir 21 ans. En 19, on a aussi les femmes qui sont éligibles à tous les niveaux et qui ont le droit de vote communal. En 48, on a le droit qui est donné aux femmes, le droit de vote octroyé aux femmes. Puis en 81, on réduit l'âge requis à 18 ans. Et puis on a encore deux réformes, celle de 1999 où on donne le droit de vote aux ressortissants de l'Union européenne, le droit de vote communal, et en 2004, mais là pour les étrangers, et qui sont évidemment les deux derniers qui sont l'exécution de nos obligations par rapport au traité de Maastricht. Alors, quelles conditions faut-il réunir pour avoir le droit de vote? Ils sont prévus par l'article 61 de la Constitution qui consacre aussi le principe de un homme, une voix. Et donc, il faut 18 ans, il faut être belge, il faut être inscrit au registre de sa commune, ou alors, si on réside à l'étranger, il faut être inscrit au consulat ou au poste diplomatique, et il ne faut pas être dans un des cas d'exclusion prévus par la loi. Avant, il y avait aussi une condition de domicilié. Il fallait être domicilié pendant au moins 6 mois. Mais cette condition a été enlevée principalement pour permettre le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger, mais aussi, et peut-être surtout, pour pouvoir permettre la loi dite de pacification communautaire, la loi du 9 août 1988, qui prévoit que les habitants de Fouron peuvent aller voter à Commies-Warneton et que les habitants d'Aubel peuvent aller voter à Heuveland. Alors, si vous ne savez pas, donc Fouron, on va encore le croiser souvent parce que commune à problème, mais c'était une commune qui avant faisait partie de Liège et qu'on a donnée à la Flandre. Et Aubel, c'était une commune qui avant faisait partie de la Flandre de l'Ouest et qu'on a donnée à la Wallonie. Et donc, on a rajouté cette mesure, ainsi les francophones qui habitent à Fouron peuvent encore voter pour des francophones, mais ils doivent, pour la région, enfin ils peuvent encore voter pour des francophones, mais ils doivent se déplacer dans la commune de Commies-Warneton, et la même chose pour l'autre côté. Alors, il y a encore aussi, par contre, la condition de domicilié, elle est encore bien là pour les élections régionales. Il faut résider dans la région dans laquelle on compte voter. Et puis, par contre, les ressortissants de l'Union européenne qui veulent voter, bon, ils ne doivent pas être belges forcément, mais ils ont comme condition en plus le fait qu'ils manifestent leur volonté d'aller voter. Et les étrangers doivent aussi faire cela, mais en plus, ils doivent prêter serment qu'ils ont l'intention de respecter la Constitution et tout le droit belge interne. Alors, les conditions d'éligibilité. Donc ça, c'est les articles 64 et 69 qui les prévoient. 64, c'est la Chambre des représentants. 69, c'est c'est le Sénat. Alors, les conditions qui sont prévues par ces deux articles, on ne peut pas en prévoir plus. Bon, tout ça, c'est toujours symbolique, mais voilà. Et donc, il y en a 4, il faut 21 ans, même si cette condition-là est actuellement en révision. Donc on compte réduire à 18, mais enfin, il faut voir si ça passe. Puis il faut être domicilié en Belgique, il faut être belge, et il faut jouir de ses droits civils et politiques. Alors si on est les ressortissants de l'Union européenne, eux, ils sont aussi éligibles au communal, mais ils ne peuvent pas être bourgmestres, donc ils peuvent être conseiller communal ou échevin, et les étrangers ne sont éligibles nulle part. Alors la première question qui se pose,
C'est est-ce que si je perds si je perds la jouissance de mes droits civils et politiques en cours de mon mandat, suis-je contraint de démissionner? Puis-je encore siéger? Euh, cette question, cette question est une question de droit politique et donc d'interprétation restrictive. Autrement dit, il faut un texte qui le prévoit expressément. Ça dépend en conséquent de l'assemblée dans laquelle on est, parce que pour la région de Bruxelles, le Parlement de la région bruxelloise, de Bruxelles-Capitale plutôt, parce que c'est ça son bon nom, ainsi que le Parlement de la communauté germanophone et les conseils communaux, là, le texte les prévoit expressément. Il faut, pour être éligible, mais aussi pour pouvoir exercer son mandat, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Par contre, dans les autres cas, comme à la Chambre ou au Sénat, le texte ne le prévoit pas. Et donc, pour Attendal, si on perd, au cours de son mandat, on peut encore continuer à l'exercer. Et donc la question s'était posée effectivement le 5 avril 1996 avec l'affaire Unisop, où on avait Côme et Hermanus qui exerçaient des mandats et qui donc, selon l'avis d'Attenal, ne devaient pas démissionner. Enfin, ça dépendait justement parce qu'ils siégeaient un peu partout. Mais il y en a un d'eux qui siégeait à la Chambre, et donc lui, dans son mandat à la Chambre, il n'aurait pas dû démissionner. Il a quand même fait parce que même si juridiquement il n'y est pas tenu, politiquement c'est une autre chose. Alors, par rapport à la représentation des femmes, en 1994, le 24 mai, on a passé une loi, la loi Smet-Tobac, qui a introduit un quota d'un tiers de femmes, ou plutôt un tiers du sexe le moins représenté, mais en d'autres termes les femmes, sur les listes au fédéral. Alors la section de législation du Conseil d'État était totalement con, on disait que c'était inconstitutionnel parce que ça empêchait les hommes de se porter candidats, parce que s'il n'y avait pas assez de femmes, il y a une limite sur les hommes aussi. Et donc il disait non, il faut modifier la Constitution si vous voulez passer ce genre de loi. Alors on est passé outre l'avis, mais on a quand même on a gardé ça à l'esprit et effectivement, on a modifié la Constitution pour permettre des modifications plus fortes. On a modifié les articles 10 et 11 de la Constitution, on a introduit une véritable obligation de discriminer positivement afin de garantir une égalité plus forte entre les hommes et les femmes. Et après, le 18 juillet 2002, et ce par loi ordinaire, mais aussi par loi spéciale, on a là mis une obligation de parité homme-femme dans les listes. Si par contre on a un nombre impair sur la liste, dans ce cas, on peut avoir un homme ou une femme de plus. On n'a pas repris une formule de un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. Mais on a repris, mais il faut au moins une femme dans les 3 premiers de la liste. Et après ça, le vote en Belgique, il a 3 caractéristiques qui sont prévues par l'article 62 de la Constitution, donc il est proportionnel. Alors on a rajouté ça parce qu'on avait peur que le Parti libéral disparaisse suite à la création du parti ouvrier à l'époque. On avait déjà vu ça en HDB. Il est secret, donc un scrutin secret. Alors Rotterdam fait une petite réflexion technophobe, c'est assez, je sais pas moi, conservatrice, qu'on peut se poser la question par rapport au vote informatique. Bon. Et puis, il est aussi obligatoire. Donc, c'est pas seulement un droit, c'est une obligation en véritable devoir civique. On voit d'autres États où c'est aussi consacré, par exemple en Italie, par l'article 48 de la Constitution, ou 49 Constitution au Portugal. Et il rajoute, voilà, le vote obligatoire, c'est un peu la contrepartie du suffrage universel, et en même temps, en plus, l'avantage c'est que c'est en effet modérateur, parce que effectivement, les gens qui seraient amenés à voter parce qu'ils en avaient l'obligation, ils ne voteraient pas pour les partis extrémistes. Il met pas de source à ça, c'est dommage, parce que moi, je n'ai pas su observer de confirmation empirique de
de cette règle. C'est effectivement une sorte de vérité de bon sens qu'on répète et qu'on nous enseigne, mais euh, moi, les études que j'ai vues, elles semblaient dire l'inverse, justement. Si on regarde l'étude en 1900... Enfin, effectivement, il y avait un débat entre Delperrey et De Haen à un moment, où De Haen disait, voilà, il faut introduire... Il faut ne plus rendre obligatoire le vote, ainsi les partis... le Vlaams Blok de l'époque ne perdrait une partie de sa clientèle, de son électorat plutôt. Et alors Dolbery, qui à l'époque avait sorti toute une série d'études qui prouvaient l'inverse. Bon, je ne les ai pas retrouvées, euh, mais en tout cas, elles datent sûrement ces études, parce que les études plus récentes, en 1997, il y avait une étude qui prouvait qu'effectivement, ils y perdraient légèrement en tout cas, mais que les plus gros perdants, ce serait le SP. Mais une étude plus récente, en 2006, elle a montré que c'est bien le Vlaams Belang qui, en toute probabilité, serait le plus gros perdant si on rendrait plus obligatoire le vote. Et c'est assez logique, puisque, étant donné que on voit que ceux qui ne vont pas voter, s'ils n'étaient plus obligés, euh, ce sont ceux qui disposent d'un capital éducatif le plus faible, donc ceux les plus défavorisés socio-économiquement. Et en même temps, les études montrent aussi que ceux qui votent conservateurs et extrémistes, ce sont généralement et assez logiquement ceux qui sont le moins éduqués. Donc voilà, petite parenthèse. Enfin, je trouve ça quand même intéressant le débat. Est-ce que c'est mieux si c'est obligatoire ou si c'est optionnel? En tout cas, on ne peut pas affirmer comme ça, à la rien à voir, que ce serait en effet modérateur ou pas. C'est une question je pense, qui n'est pas assez recherchée. Quels seraient les véritables effets de si on rendrait ou pas? Mais les dernières études montrent en tout cas que le Vlaams serait perdant. Qu'est-ce que je devais... Ah oui, alors après ça, on a la loi du 22 décembre 2002 qui fait une grosse réforme électorale, qui a 4 mesures qu'elle organise. Donc en premier temps, elle organisait la possibilité de la double candidature et pour la Chambre et pour le Sénat. Et c'est parce qu'on anticipait déjà la réforme du Sénat actuel, donc il n'y avait plus d'élection directe. Maintenant, la Cour constitutionnelle a considéré, elle a connu des recours, et elle a considéré que dans son premier arrêt, on a un recours en suspension, dans son premier arrêt le 30 2003, elle a considéré que les moyens n'étaient guère sérieux, et donc elle n'a pas suspendu. Par contre, c'est quand même assez étonnant, mais en 73 et 2003, après elle reprend les mêmes moyens, et là elle suspend. Et elle dit effectivement, elle rappelle donc l'article 49 de la Constitution qui prévoit l'incompatibilité entre le mandat de sénateur et le mandat de chambre de représentants. Bon, il ne faut pas confondre éligibilité, conditions d'éligibilité et puis les incompatibilités. Mais elle dit, voilà, il y a ce principe général du droit qu'est l'effet étude du vote. Et donc, si moi je voterais pour quelqu'un qui, suite à une incompatibilité, ne serait pas siégé, mon vote n'aurait pas d'effet utile et ce serait contraire à ça. Et donc, elle nous dit, voilà, c'est pour ça que ça doit être suspendu, cette possibilité. Et le législateur et effectivement, dans les révisions actuelles, on prévoit de prévoir un mécanisme qui interdit effectivement la double candidature. Donc un mécanisme qui garantit l'effet utile du vote, autrement dit. On a aussi modifié les circonscriptions électorales. Donc on est passé de l'ancien système en système provincial, sauf pour BHV, parce que BHV... et le système BHV qui a d'ailleurs été suspendu, mais on verra ça la leçon prochaine. Et comme les entités qui disposent d'autonomie constitutive peuvent aussi organiser les questions relatives à l'électorat, la Flandre a effectivement légiféré dans ce sens aussi et a fait des circonscriptions provinciales. On n'a pas fait en Wallonie ou à la Communauté française, c'est la même chose. Et puis encore, par rapport aux suppléants, on les a réintroduits. Donc les suppléants, c'est parce que alors, Tundal dit, bah voilà, en soi,
il y a un certain intérêt parce que ça permet d'avoir plus facilement des femmes et des jeunes qui siègent. Et puis, il y a aussi la question du seuil. Alors, le seuil, il faut donc réunir 5% pour au moins obtenir un siège, 5% d'une liste. Et la Cour constitutionnelle a connu en recours en annulation contre le seuil dans son arrêt 73-2003. Elle fait une analyse qu'elle fait souvent, qui reviendra. Et donc elle commence par reprendre l'article 3 du premier protocole additionnel du CEDH qu'on avait déjà vu, et qui dit effectivement, et elle dit voilà, il ne prévoit ni de système, ou il n'impose aucun système proportionnel ou majoritaire ou mixte, on peut choisir, c'est à notre discrétion. Alors les voix perdues, elles sont inévitables, et elle dit voilà, mais et on peut, même si l'article 64 et 69 introduisent le système proportionnel en Belgique, on peut introduire des mécanismes majoritaires s'ils sont légitimes, s'ils sont justifiés, s'ils permettent le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Et elle dit encore quelque chose. Non, je pense que c'est tout ce qu'elle dit. Enfin voilà. Et donc elle dit en conséquent, il n'y a pas de discrimination 10 et 11. Par contre, c'est ça, oui, c'est ça. Par contre, elle annule quand même pour BHV. Et parce que là, le système qu'on obtient, c'est qu'on a 5% mais par liste. Mais par liste, que ce soit la liste flamande ou la liste française. Parce que forcément, si c'était 5%, dans ce cas, il n'y aurait pas d'élus flamands. Ou peut-être qu'un seul. Mais après ça, il y a quelqu'un qui a vu une nouvelle discrimination, a dit oui, mais ça va pas, il n'y a que à BHV qu'il n'y a pas de seuil, et donc il a réintroduit un nouveau recours, et la Cour a refusé en disant ben, en fait, tu fais pas recours contre la loi, ici tu fais un recours contre notre arrêt précédent, et tu ne peux pas faire ça, ça n'est pas prévu par la loi spéciale qui organise mon fonctionnement. Et puis on avait une autre réforme en 2000, avec la loi du 27 décembre 2000, et donc là ce qu'on avait fait, c'était on avait supprimé les suppléants, mais comme j'ai déjà dit, ils sont déjà réintroduits en 2002, le 22 décembre 2002, et puis on avait aussi réduit par moitié l'effet dévolutif de la case de tête. Donc si on vote case de tête, on crée ce pot commun, et c'est le parti qui donne en fonction de la liste, en fonction du numéro. Et donc on l'a réduit par moitié, éviter le poids prépondérant des partis dans la sélection de ceux qui siègent. Et sinon, le système qu'on connaît en Belgique, de la manière dont on calcule nos trucs, c'est le système DON qui favorise quand même assez fortement les majorités. Mais bon, on ne doit pas le connaître. Alors, il y a plusieurs inconvénients dans notre système belge. Comme j'avais déjà dit, c'est un système proportionnel classique, donc des politiques peu variantes, peu dynamiques, surtout puisqu'on doit prendre en compte tous les conflits communautaires et tout ça. Puis la place des partis, selon Attendal, on peut affirmer de nouveau, il n'y a pas d'études ou quoi enfin, il soutient ça, il dit ça comme ça, donc à mon avis, il sort ça de son cul, mais voilà, que 80% qu'on peut affirmer sans aucun doute que c'est 80% des gens qui siègent qui sont choisis par les partis. Mais en même temps, voilà, on ne fait pas un choix des personnes qui siègent, on fait un choix idéologique de quel parti est au pouvoir. Donc est-ce que vraiment c'est si grave? Et puis le fait que ce principe général du droit d'effet utile du vote n'a pas vraiment de mécanisme qui prévoit son efficacité. Et on avait un cas très flagrant de ça, où on avait Flao qui s'était porté candidat dans plusieurs élections, alors qu'il y avait une incompatibilité entre les deux. Il disait clairement, voilà, je me présente candidat là, mais je n'y siégerai pas, ce sera mon suppléant. Bon, au moins c'était honnête. Il y a quand même un certain problème. Mais enfin voilà, et donc il faudrait organiser et remédier à ce genre de situation. Alors, sinon, on avait aussi vu, et ça c'était de nouveau suite à l'affaire Unisop,
Et à l'autre affaire Augusta Dassault, on avait eu des problèmes de pourboires électoraux et tout ça. Et on a cherché à organiser le financement des partis. Et donc on a fait ça par la loi du 14 juillet 1989 qu'on a déjà vu. Et on leur a donné une dotation publique. De même, on a interdit les dotations, les dons de personnes morales. Les dons des personnes physiques sont encore possibles, mais sont plafonnés, c'est 500 € maximum par don et 2000 maximum par an, je pense. Et puis on a aussi organisé tout ce qui est des campagnes électorales. Alors, on a créé une commission de contrôle des dépenses électorales qui doit surveiller tout ça. Alors c'est des entités parlementaires elles-mêmes, enfin elle est composée par des membres des entités fédérées. On a fait au fédéral, mais on a aussi transposé aux entités fédérées en 2001. Et la Cour considère qu'il n'y a aucun problème du fait que ce soit le Parlement lui-même qui fait son contrôle. Et on prévoit que si on ne respecte pas toutes les règles, les normes de dotation ou de campagne électorale, dans les règles de campagne électorale, c'est des détails, mais c'est par exemple l'interdiction d'utiliser des gadgets, le fait qu'on ne peut pas faire de fêtes énormes, qu'on ne puisse pas faire des grands panneaux commerciaux, publicitaires commerciaux. Et donc si on ne respecte pas ça, on peut être poursuivi pénalement. Et cette possibilité de poursuite est ouverte à tout le monde qui justifie d'un intérêt légitime et à la commission de contrôle si 5 membres le demandent. Et donc en plus des sanctions pénales, évidemment, il y a la diminution de la dotation ou sa suppression ou qu'importe selon la sanction qui dépend évidemment de la faute. Mais si la poursuite émane d'un individu qui a un intérêt justifié, légitime plutôt, la commission peut quand même porter en avis, donner un avis au procureur du roi. Et alors la section de législation du Conseil d'État a pensé qu'il y avait là un certain problème parce que ça mettait à mal la défense, les droits de la défense, disant mais bon, on est passé outre cet avis, on n'en a pas pris en compte. Et puis il y a une autre question qui s'est posée, c'est le fait qu'il n'y a pas de recours possible contre les décisions de la commission de contrôle. Et la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 20-2003, l'a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de discrimination ou quoi là-dedans. Et elle dit, voilà, c'est parce que le pouvoir législatif est souverain dans ce domaine-là. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a, comme toujours, il y a une certaine confusion entre une responsabilité politique et une responsabilité pénale. Et on va considérer que c'est un acte vraiment politique, un acte parlementaire, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de recours. Mais à partir du moment que c'est pénal, il devrait quand même y avoir un recours. Enfin, c'est pas tout à fait pénal puisque c'est pas eux qui jouent le rôle de juridiction, évidemment. Enfin voilà, c'était